Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Deux hommes sont là pour m'accompagner pendant cette première heure. Antonin André, bonsoir. Bonsoir Pierre. Chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Communicant et chroniqueur politique. Bonsoir à vous Nicolas Pouvremonti. Bonsoir. Vous êtes directeur général et cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. De nombreuses questions tournent autour du meurtre de la jeune Philippine, 19 ans. Il y a deux questions que la France entière se pose. Je pense qu'à la première, vous n'avez pas de réponse, mais à la deuxième, peut-être que vous en avez une. La première, c'est que la juge a mentionné un risque de réitération des faits délictueux lors de la quatrième possibilité de prolonger le séjour en CRA, mais elle a quand même remis en liberté ce violeur récidiviste au lieu d'attendre peut-être la réponse des Marocains. L'autre question, c'est pourquoi est-ce que l'OQTF, qui vise cet homme qui est tout juste en sortie de prison au mois de juin dernier, pourquoi est-ce que cet OQTF n'est demandé que 2 jours avant sa sortie de prison ? Alors sur le premier aspect de votre question, je vous confirme que je n'ai hélas pas de réponse ferme. Ça envoie à des interrogations plus globales sur le fonctionnement. Mais il fallait quand même poser la question, donc je la pose. Mais cette question est évidemment sur toutes les lèvres et elle mérite absolument d'être posée. Concernant le deuxième aspect de votre question, la raison de la non-exécution de cet OQTF, dans ce cas précis, il semble que le délai d'obtention du laissez-passer consulaire par le Maroc ait joué un rôle crucial. En l'occurrence, que le laissez-passer ait été octroyé par le pays d'origine lorsque cet individu a été remis en liberté sur décision de la juridiction. Qu'est-ce que c'est un laissez-passer consulaire ? C'est un document nécessaire à l'éloignement d'un étranger lorsque celui-ci n'a pas de document d'identité, par exemple n'a pas de passeport, ou alors a un titre d'identité périmé de son pays d'origine. C'est un document par lequel finalement le pays qui le reprend confirme que cet individu est bien un ressortissant de son pays et que donc il le réadmet sur son territoire. Donc concrètement, le pays voisin, ou en tout cas réciproque, fait des démarches pour retrouver l'individu dans ses bases de données. C'est ça. C'est pour ça que ça prend du temps. Absolument. C'est un argument parfois un peu fallacieux, mais qui correspond aussi à des vraies recherches dans les systèmes d'état civil locaux. Cette difficulté à obtenir les laissez-passer consulaires, ça fait partie des raisons les plus fréquentes de l'échec des mesures d'éloignement. On pourrait en citer d'autres, à commencer par le déficit criant de moyens matériels et logistiques de notre système de rétention administrative. On sait que aujourd'hui, le passage en centre de rétention administrative, c'est bien souvent une étape indispensable avant de procéder à des éloignements forcés. Or, on a aujourd'hui 1800 places dans les centres de rétention administrative en France. Le ministère ambitionne de porter ce nombre à 3000. 1800 places pour 120 000 OQTF prononcés chaque année. Plus de 100 000 OQTF chaque année, entre 600 000 et 900 000 étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, disait le ministre Darmanin à la fin de l'année 2023. C'est évidemment insuffisant. Il y a un plan de construction en cours, ça vise 3000 places d'ici à 2027. Le ministère a aujourd'hui du mal à tenir cet objectif pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il y a une obstruction des collectivités. Personne n'a vraiment envie d'avoir un centre de rétention administratif sur ce territoire. Ça implique de se donner les moyens à la fois législatifs pour contraindre aux besoins les collectivités et surmonter les obstacles à la construction de ces CRA, comme on a pu le faire par exemple sur certaines constructions liées aux Jeux Olympiques. Vous savez, il y avait un statut projet d'intérêt national qui permettait d'aller plus vite sur certains de ces obstacles. Et enfin, ça nécessite aussi des moyens financiers. Et de ce point de vue-là, le débat budgétaire qui va s'ouvrir sera important. Antonin, oui, j'ai juste une petite question sur les laissez-passer consulaires précisément. Lorsqu'un pays délivre un laissez-passer consulaire, est-ce qu'il est d'une durée illimitée ? Parce que je crois que c'est un sujet aussi, ou est-ce qu'il est limité dans le temps ? Alors, de ce point de vue-là, le laissez-passer consulaire, il peut être à la fois, selon les cas de figure, soit illimité, soit limité dans le temps. Généralement, il est limité. À combien ? Alors, ça dépend, ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines. En tout cas, la preuve est faite, une fois que le laissez-passer consulaire a été accordé, que l'étranger en question est bien un ressortissant de ce pays. Donc ensuite, ça pose la question de la relation diplomatique entre les deux pays, mais une forme d'admission a priori qui, elle, reste toujours valable quant au fait que cet individu est bien un ressortissant du pays d'origine. C'est pour ça que la France demande en fait une OQTF pour cet individu au mois de juin, en se disant que si c'est limité dans le temps, du coup, il pourra l'expulser. Oui, parce que je crois qu'il y a des septembre. cas où c'est tellement limité dans le temps que parce qu'il y a des gens qui ont dit, pardon, au moment où elle était mise, le délai est passé. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit cet individu a été pendant 5 ans en prison. On avait tout le loisir de demander une OQTF. Ouais. En fait, ça pose la question effectivement de l'étape de la rétention administrative dans des cas comme cela. C'est-à-dire que, en l'occurrence, la fluidité consisterait à ce que l'éloignement se fasse dès la sortie de prison. Il y a des préfets qui savent anticiper, pour le coup, qui demandent les laissez-passer consulaires lorsque arrive soit la fin de la peine, soit la libération anticipée quand elle advient, et qui permettent finalement d'aller directement vers l'aéroport. Mais dans la majeure partie des cas, aujourd'hui, la rétention administrative reste une étape indispensable. Et les Marocains ont été relancés plusieurs fois dans ce cas précis. Les Marocains ont été relancés plusieurs fois, mais de ce point de vue-là, il y a un manque de coopération globale des pays d'origine. Le cas
extrême en la matière, c'est celui de l'Algérie. L'Algérie qui, notamment depuis le désaccord avec la France sur la question du Sahara occidental, vous savez, la France a reconnu que le Sahara occidental appartient au Maroc, et comme mesure de rétorsion... C'était une lettre d'Emmanuel Macron aux Marocains cet été. Absolument. Et comme mesure de rétorsion, l'Algérie, qui elle est en faveur d'un Sahara occidental indépendant, coopère encore moins depuis plusieurs semaines sur la réadmission de ses ressortissants. Là-dessus, il y a une étape qui sera indispensable, c'est l'engagement d'un rapport de force déterminé, durable, et dont les pays d'origine savent qu'il peut être durable, parce que comme tout rapport de force, il faut que la personne que vous avez en face de vous, ça, c'est du ressort de qui, du coup? C'est parce que certains disent, ça n'est même plus du ressort de Bruno Retailleau, de Didier Migaud, c'est Jean-Noël Barrot, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est la cohérence globale de l'action gouvernementale et de l'action de l'État. Il y a même un enjeu voire de l'Europe. Voire de l'Europe, absolument. Oui. Typiquement, pour ce qui est de l'Europe, le système Schengen prévoit aujourd'hui la possibilité de suspendre au niveau de l'espace Schengen la délivrance de visas Schengen, c'est-à-dire qui valent pour toute la zone, à des pays qui ne coopèrent pas assez dans la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. Jean-Michel Salvatore. Mais est-ce que ça serait pas plus efficace que ça se fasse État par État? Parce que si on fait du donnant-donnant, si on dit aux États on dit par exemple au Maroc de récupérer ces délinquants, et s'ils ne le souhaitent pas, leur dire finalement on ne vous le délivrera pas de visa d'entrée en France, c'est quand même là une pression diplomatique qui peut être assez efficace. Il y a aussi une autre pression qui peut être efficace, c'est que la France, par exemple, soigne énormément de chefs d'État ou de gouvernements de certains pays qui sont quand même très contents de pouvoir profiter de la médecine française. Et si on leur disait, à partir de maintenant, si vous ne délivrez pas des laissez-passer consulaires, les hôpitaux Pourquoi français... est-ce qu'on ne rentre pas dans ce bras de fer? C'est exactement la question que posait Vincent Trémollet de Villers du Figaro sur Europe. Bien sûr. Absolument. Et de ce point de vue-là, la responsabilité, vous avez raison de le souligner, n'incombe pas au seul ministre de l'Intérieur, loin s'en faut. Cette question de la suspension des visas, elle doit être assumée par tout le gouvernement. Elle peut être soit générale, si je puis dire, soit viser effectivement les dirigeants des pays concernés. Je pense notamment à l'Algérie, où les dirigeants algériens qui possèdent un passeport diplomatique ont tout un tas de facilités pour se rendre en France, et dans un certain nombre de cas sans visa. Il y a aussi tout l'enjeu de l'aide publique au développement. La France accorde chaque année plusieurs milliards d'aides publiques au développement, notamment à des pays qui comptent parmi les pays d'origine des étrangers en situation irrégulière qu'on cherche à éloigner. Demain, fermer le robinet ou menacer sérieusement de fermer le robinet de l'aide publique au développement, c'est aussi un moyen d'action. Mais sur l'Algérie, on a eu les accords d'Évian, et post-accord d'Évian, il y a d'autres accords qui sont signés, je crois, en 1968, où il y a effectivement un agreement en bon français entre l'Algérie et la France sur justement une sorte de libre circulation des étudiants algériens qui viennent en France. Il y a évidemment en toile de fond une sorte de culpabilité de la France de l'ancienne colonie algérienne. Et là, il y a différentes voix qui s'élèvent pour dire mais c'est fini ça, on arrête. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire finalement ce que disait Jean-Michel Salvatore, on va arrêter et puis on va dire que dès lors maintenant c'est plus possible de faire comme on faisait avant. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui le régime d'immigration des Algériens vers la France est une anomalie. Cette anomalie, vous avez raison de le souligner, elle remonte à l'accord franco-algérien de 1968, qui a eu plusieurs avenants depuis sa signature, le dernier en date datant de 2001, et qui est effectivement un accord... 2001, vous vous rendez compte, c'était il y a 23 ans. Ça fait plus de 2 décennies, et qui est un régime dérogatoire, c'est-à-dire que sur l'ensemble des sujets qu'il couvre, le droit ordinaire de l'immigration ne s'applique pas aux ressortissants algériens. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un droit de l'immigration qui, sur un ensemble de ses dispositions, ne s'applique pas à la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour en cours de validité. Nicolas Pouvremonti, vous allez rester encore quelques instants avec nous parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. 19h26, une pause, le journal permanent, et on revient dans Europe 1 Soir. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec nous, Nicolas Pouvremonti, directeur général et cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Pendant la pause publicitaire avec Antonin André et Jean-Michel Salvatore, on passait en revue les chiffres, j'allais dire les tristes chiffres de l'application des OQTF, de l'exécution des OQTF, 7%. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est parce que l'administration française est mal organisée ou pas assez rapide, ou est-ce que c'est parce que le pays d'en face dit oui, non, peut-être, et qu'il est peut-être mal organisé lui aussi? Ça tient évidemment à ces deux facteurs combinés, et de ce point de vue-là, il était fait mention lors du journal de la possibilité évoquée d'élargir la durée de rétention administrative. C'est effectivement une piste qui me paraît intéressante. Aujourd'hui, le droit européen nous permet d'aller jusqu'à 18 mois en matière de rétention administrative des étrangers. En France, cette durée maximale est de 90 jours. Elle peut être un peu plus longue pour les individus qui présentent des profils en lien avec les activités terroristes. C'est 500 jours en Allemagne, je crois. Alors,
Mais il y a plus de 500 jours. Ils ont peut-être plus de place. Et c'est même illimité dans certains pays d'Europe. Absolument. Alors, Les pays du Nord. Au niveau de Les l'Union pays du européenne, c'est limité à 18 mois, mais il y a tout un tas de grandes démocraties dans le monde où cette durée est illimitée. Ouais. Aux États-Unis, la durée est illimitée, par exemple. Donc, en la matière, se donner aussi plus de temps, par exemple, pour obtenir les laissez-passer consulaires, ça passe par le fait d'avoir une durée de rétention plus longue, et c'est une piste intéressante, d'autant que le droit européen nous le permet. Jean-Michel Salvatore. Alors moi j'avais une autre question. Est-ce que lorsqu'une personne doit être expulsée, est-ce qu'elle peut refuser d'embarquer dans un avion et jusqu'où elle peut utiliser des recours pour ne pas partir? Alors il y a effectivement un ensemble de recours préalables au fait d'arriver dans l'avion. Ensuite dans l'avion il peut y avoir parfois une obstruction physique, d'où le fait que les éloignements forcés coûtent cher, parce qu'il y a une escorte de policiers. De ce point de vue-là, une piste qu'on ne creuse peut-être pas assez, c'est celle des vols groupés, ce qu'on appelait autrefois les charters, absolument, et notamment les vols groupés organisés par l'agence Frontex, qui permet de faire des vols groupés communs avec plusieurs pays européens. Il a été tracé notamment dans les rapports de la Cour des comptes que cette démarche des vols groupés est plus efficace à la fois dans le taux de réussite de l'éloignement et aussi moins cher. Donc et là c'est une possibilité de coopération qui nous est offerte par le droit européen actuel. Oui, parce que les passagers très souvent n'acceptent pas de voir. Oui, c'est ce qui arrivait avec les charters avait été très combattu à l'époque de Charles Pasqua. Absolument. Et le fait d'affréter des vols spécialement dédiés à l'effet de l'éloignement et de le faire en lien avec l'agence Frontex permettrait de passer au-delà de ces considérations. Il y a aussi une autre initiative en dehors du fait que évidemment, c'est un sujet qui mériterait une coordination européenne beaucoup plus efficace et beaucoup plus harmonisée, parce qu'effectivement, on voit bien que le sujet touche tous les pays d'Europe. J'ai pas l'habitude de prendre, par exemple, Giorgia Meloni, mais il y a une initiative qu'elle a mise en place qui est assez intéressante, je trouve, elle a noué un accord avec l'Albanie, lui permettant de dépêcher des juges italiens qui sont en Albanie et qui, sur place en Albanie, statuent sur les demandes d'asile ou de réfugiés. C'est une initiative, je crois, assez originale en Europe, mais en l'occurrence, ça veut dire que c'est possible. Et est-ce que cette piste-là, une possibilité qui est réclamée par une partie de la classe politique, c'est-à-dire de statuer dans les pays de départ, est envisageable et possible, selon vous? C'est une possibilité qui effectivement est non seulement utilisée à l'heure actuelle par le gouvernement Meloni, mais qui a aussi été réclamée au niveau européen par 15 gouvernements de pays membres sur 27, dans une lettre signée au printemps dernier, qui demandait la possibilité, effectivement, d'externaliser le traitement des demandeurs d'asile hors des frontières de l'Union européenne. Ce qui est évidemment une question majeure, parce que sur une décennie, entre 2013 et 2023, l'Union européenne a reçu 8 millions de demandeurs d'asile sur son sol. En termes démographiques, c'est comme si elle avait reçu un nouvel État membre. Ce serait le 15e par la taille de sa population, juste après l'Autriche, juste avant la Bulgarie. Évidemment, il y a une partie seulement de ces demandeurs qui obtiennent l'asile, même si en France, le taux a beaucoup augmenté. C'est 44% de taux de protection l'an dernier. Mais sur ceux qui restent, la majeure partie des déboutés restent sur le sol français, restent sur le sol européen. La Cour des comptes en 2015 disait 96% et le ministre en fin d'année dernière disait 9 déboutés sur 10 restent en France après avoir été déboutés. Je voudrais qu'on écoute tous ensemble, tous les quatre, et évidemment les auditeurs qui sont beaucoup plus nombreux que nous quatre. Sandrine Rousseau, qui était l'invitée ce matin de France Inter. Elle s'interroge sur ce qu'advient un individu sous OQTF dangereux une fois rentré dans son pays d'origine. J'ai commencé en disant que c'était un féminicide et qu'il fallait le punir sévèrement, mais je suis inquiète du fait que l'extrême droite utilise quelques faits divers comme ça et en font un sujet de société. Et moi, quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippine, et que s'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Antonin André. Derrière le discours de Sandrine Rousseau, il y a quelque chose qui me frappe, moi, et peut-être vous pourrez nous faire un commentaire là-dessus. C'est à quel point la gauche est faillible sur ce sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, le sujet de la protection des Français vis-à-vis d'un certain nombre de sujets migratoires, on est à un tel point que, par exemple, à Marseille, dans les cités habitées par des immigrés de première génération qui viennent d'Algérie dans les années 70. Aujourd'hui, on vote Rassemblement National. On vote Rassemblement National parce qu'en fait, on veut un droit à la sécurité et d'une certaine façon, on veut refermer la porte derrière soi, derrière la dernière génération arrivée, parce qu'on revendique ce droit à la sécurité. La gauche n'a jamais considéré ces sujets-là de façon concrète, en s'y attaquant concrètement, considérant qu'elles étaient instrumentalisées par le Rassemblement National. Ce que fait Sandrine Rousseau là, c'est exactement dans la même veine. C'est-à-dire que c'est une façon... Sciemment ? Sciemment, je ne sais pas, ou par bêtise, mais la gauche a failli sur les questions migratoires de façon extrêmement coupable, en considérant que comme ces sujets étaient instrumentalisés par le Rassemblement National, il ne convenait pas de s'en occuper concrètement. C'est une faute majeure. Le premier droit en France, y compris pour les populations
populaire, c'est le droit à la sécurité. Dans le même, et je vous laisserai répondre Nicolas Pouvremonty, dans le même sens, vous avez ce communiqué de presse aujourd'hui du syndicat de la magistrature qui dit que l'emballement de cette affaire autour du meurtre abject, je reprends les mots de Bruno Retailleau, de la nomination de Didier Migaud en tant que garde des Sceaux. Depuis hier, l'hyperfocalisation des médias sur un fait criminel visant une femme, l'activation d'une rhétorique xénophobe et les classiques procès en laxisme de la justice avaient dénoncé l'existence d'un véritable droit à l'inexécution des peines. Voilà, je ne vais pas vous lire tout, mais voilà ce qu'écrit par exemple le syndicat de la magistrature. Penser le crime à travers la question de l'immigration focalise le débat sur la question de l'expulsion des personnes étrangères en situation irrégulière et empêche de réfléchir aux solutions pour une peine juste et efficace. Voilà ce qu'écrivent une bonne partie des juges syndiqués de notre pays, Nicolas Pouvremonty. Ce qui est certain, c'est que sur une large part de ces sujets migratoires, les dirigeants de la gauche politique électorale se trouvent aujourd'hui dans une espèce de double décalage. D'abord en décalage avec leur propre électorat. On a aujourd'hui entre 2/3 et les 3/4 des Français, selon les enquêtes d'opinion, qui estiment que les niveaux d'immigration en France sont aujourd'hui trop élevés. Alors c'est jusqu'à 95% des électeurs RN, mais c'est aussi par exemple la moitié des électeurs EELV, puisqu'on évoque Sandrine Rousseau, c'était ce que nous disait le sondage Odoxa Backbone de juin 2023, et un décalage aussi par rapport à ce qu'est la réalité de la gauche au niveau européen. De ce point de vue-là, on a beaucoup parlé depuis 2 ans, et à juste titre, de ce qu'on appelait le modèle danois, le virage qui a été pris à Copenhague par les sociodémocrates danois sur ce sujet et qu'ils continuent de porter aujourd'hui au niveau européen. Le Danemark est par exemple à l'avant-garde des demandes relatives à l'externalisation du traitement des demandeurs d'asile hors de l'UE, et aussi en décalage plus près de chez nous avec ce que fait aujourd'hui le SPD en Allemagne, tout à fait, qui annonce à la fois le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures et qui annonce la suppression des allocations pour les demandeurs d'asile rentrés dans l'UE par un autre pays que l'Allemagne. À titre de comparaison, aujourd'hui en France, ces demandeurs d'asile qui ne devraient pas déposer leur demande en France selon le règlement de Dublin, vous savez, le règlement de Dublin, c'est cette idée que quand on demande l'asile dans l'UE, on le fait dans le premier pays où on met le pied, et ces demandeurs d'asile dublinés reçoivent une allocation pour les demandeurs d'asile. La France était déjà, sur les principaux aspects de l'accueil et du séjour des étrangers, globalement plus attractive que ses voisins. Au fur et à mesure que ses voisins restreignent leur voie d'accès, elle devient plus attractive en miroir. Jean-Michel Salvatore. Ouais, ce qui est fou, en fait, c'est le fossé qu'il y a entre Sandrine Rousseau, le syndicat de la magistrature, et ce que pensent vraiment les Français. Parce qu'on voit bien que quelle que soit l'appartenance politique des Français, en fait, ils demandent des mesures beaucoup plus sévères. Et là, demain, le Figaro publie un sondage d'Odoxa que je trouve assez intéressant et qui montre que, par exemple, sur quasiment toutes les propositions de Retailleau, 80% des Français considèrent qu'il faut les appliquer. Rétablir le délit pénal de séjour irrégulier supprimé depuis 2012 par Hollande, 79% des gens, il faut le rétablir. Sur durcir les conditions d'octroi de titres de séjour pour les sans-papiers, 78% des Français considèrent qu'il faut effectivement les durcir. Et puis, il y a d'autres éléments. Par exemple, l'instauration des peines planchées, on est à 80%. Donc, globalement, on voit qu'il y a quasiment un consensus français pour serrer la vis, et on est malheureusement face à une partie de la classe politique et une partie de la magistrature qui mène un combat idéologique et qui ont des conceptions pénales qui sont à rebours de ce que les Français veulent. Que pense en quelques secondes seulement, parce que le temps nous manque, Nicolas Pouvremonty, le directeur général et cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, est-ce que vous pensez que finalement les Français auront gain de cause sur cette bataille qui est très très lointaine, et vous rappeliez cet accord de 68 entre l'Algérie et la France, dont j'allais dire le dernier amendement date de 2001, c'est-à-dire il y a 23 ans, c'est totalement ubuesque de se dire qu'on ne revient pas sur cet accord. Est-ce que les Français vont avoir gain de cause sur cette question de l'immigration? La vraie difficulté, c'est qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation où les grandes masses de l'immigration, je pense à l'immigration familiale, à l'asile, se trouvent hors de contrôle du politique. La Cour des comptes, dans un rapport de 2018, avait estimé que seule la moitié des titres de séjour qu'on accorde aujourd'hui en France relèvent d'une vraie décision du politique. C'est globalement l'immigration étudiante et l'immigration professionnelle. Ouais. Pour ce qui est de l'immigration familiale et de l'asile, ce sont des champs qui sont corsetés
en amont par un certain nombre de traités, donc le droit européen en la matière et le droit de la CEDH, la Convention de Genève de 51 sur le statut des réfugiés. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un recours ? Ça veut dire qu'il y a toujours un recours et ça veut dire que on ne peut pas agir par la simple loi en la matière parce qu'il y a une logique de hiérarchie des normes qui fait que la loi ne doit pas aller à l'encontre des conventions internationales. Ou alors sortir des traités, ou les renégocier, ou émettre des réserves d'interprétation. Il faudra sans doute aller dans ces directions-là. Et pour donner un exemple concret de ce que ça donne sur cette question de la Convention sur l'asile, cet été, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que l'ensemble des femmes et des jeunes filles afghanes étaient susceptibles de bénéficier du statut de réfugié en France. Donc ça fait environ 20 millions de personnes, sachant qu'avec l'asile vient ce qu'on appelle la réunification familiale, qui est une sorte de version maximaliste du regroupement familial, sans critères de logement, sans critères de ressources. On voit où nous mène ce régime de l'asile qui est aujourd'hui complètement sorti du champ démocratique. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, Nicolas Pouvreau-Monti. Dans un instant, on se retrouve pour la suite des débats. Je vous signale juste qu'Olivier Delacroix vous accueille pour la libre antenne du lundi au jeudi à partir de 22h30, juste après les années Top 50. Vous pouvez dialoguer avec lui en toute liberté en appelant le 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe 19h, 21h, Europe 1 Soir.